Le matin du 25 février 2000, une petite fille arrive à l'unité de soins intensifs à l'hôpital Sainte-Mary à Londres. Elle présente d'effroyables traces de sévices. Comment pouvait-on faire ça à un enfant? Ça dépassait l'entendement. Malgré les efforts de l'équipe médicale, la fillette décédera plus tard dans la journée. Elle avait 8 ans. Le médecin qui a procédé à l'examen post-mortem a découvert d'innombrables blessures. Il a dit, je cite, « Aucune partie de son corps n'a été épargnée ». La cause de sa mort et la recherche des responsables entraînera la création de la plus grande commission d'enquête de l'histoire de Grande-Bretagne sur la protection de l'enfance. Ce crime a choqué la Grande-Bretagne. À l'hôpital Sainte-Mary à Londres, une fillette est déclarée morte après 13 heures d'un combat entre la vie et la mort. Les médecins qui ont tenté de la sauver ont tout de suite constaté qu'elle avait été effroyablement maltraitée. D'après les médecins, sa température était tellement basse qu'il était impossible de la mesurer avec des instruments standards. Lorsque le docteur Carey l'a examinée après sa mort, il a découvert plus de 120 traces de blessures sur son corps. Ça faisait des mois et des mois que cette pauvre enfant était maltraitée et son corps a fini par lâcher. Les tuteurs de la fillette sont immédiatement pointés du doigt. Marie-Thérèse Kouao, qui se présentait comme sa tutrice, fut tout de suite arrêtée. Le lendemain, c'est son petit ami, Carl Manning, qui fut interpellé dans leur appartement de Tottenham. Et là, on a découvert ce qui s'était réellement passé. Les enquêteurs comprennent bientôt que presque tout ce qu'ils croyaient savoir sur la fillette décédée est faux. À commencer par son identité. Ce n'est que lorsque la police commence à interroger les suspects que la vérité finit par éclater. La petite fille s'appelle en réalité Victoria Klimbié. Victoria est née le 2 novembre 1991 à Abobo, un petit village ivoirien dans lequel elle a grandi. C'était une petite fille très gaie, qui passait son temps à chanter et à danser. C'était le personnage central de la famille. Elle était très serviable et c'était un vrai petit clown. Peu avant son 7e anniversaire, la famille Klimbié reçoit la visite de Marie-Thérèse Kouao, la grand-tante paternelle de Victoria. Elle a 42 ans et vit en France depuis quelques années. En octobre 1998, elle est de retour en Côte d'Ivoire avec une proposition pour les Klimbié. Elle propose de ramener un de leurs enfants avec elle en France pour qu'il bénéficie d'une bonne éducation. C'était une véritable aubaine pour Victoria. Les parents étaient ravis. Il faut savoir que c'est une chose qui se fait beaucoup dans cette partie du monde. Et puis Marie-Thérèse faisait partie de la famille. Pourquoi ne lui aurait-il pas fait confiance? Il connaissait bien Marie-Thérèse. C'était le chef de famille à l'époque. C'était une citoyenne française. Et à leurs yeux du moins, c'était quelqu'un d'extrêmement riche. Vous imaginez, si quelqu'un vous proposait d'envoyer votre enfant dans les meilleures écoles, avec tous les avantages que ça implique? C'est une opportunité formidable. C'est même mieux que ça. C'est l'occasion d'offrir une vie meilleure à votre enfant. L'ironie du sort, c'est qu'au départ, ce n'est pas Victoria que sa tante avait choisi pour l'accompagner en Europe. À l'origine, quand elle s'est rendue en Côte d'Ivoire, elle avait une autre petite fille en tête, Anna. Elle est allée trouver ses parents, mais ils ont refusé. Seulement pour la faire passer pour sa fille, elle avait déjà fait inscrire Anna sur son passeport. Et quand elle s'est rabattue sur les Klimbié et que ceux-ci ont accepté son offre, elle n'a pas voulu modifier le passeport et a décidé d'appeler Victoria Anna. À cause de cette histoire de passeport, elle s'est retrouvée avec un enfant qui n'avait pas le bon nom. Il a donc fallu qu'elle s'arrange pour faire croire aux autorités qu'il s'agissait bien d'Anna,
Elle lui a fait faire des extensions et grâce à ça, elle a réussi à passer tous les contrôles et elle a pu emmener la fillette à Paris. Marie-Thérèse emmène Victoria à Paris en novembre 1998. Elles y resteront pendant environ 5 mois. À Paris, elle vivait dans un logement social. Elle touchait des allocations et Victoria allait à l'école. Mais elle manquait la moitié des cours, parce qu'à l'époque, elle était déjà maltraitée. Les autorités françaises ont commencé à s'intéresser de près à cette histoire et ont menacé de prendre des mesures parce que Victoria était trop souvent absente. Se sentant acculée, en avril 1999, Marie-Thérèse décide de quitter Paris et d'emmener Victoria en Angleterre. Elle s'installe à Londres. Peu après leur arrivée, elles vont rendre visite à Esther Aka, une lointaine parente par alliance de Marie-Thérèse. Je venais de rentrer de l'hôpital où je travaillais et j'ai vu cette petite fille pétillante et souriante qui gambadait. C'est Anna! On a commencé à discuter. De toute évidence, la fillette savait qu'elle n'était pas Anna, mais elle répondait à ce prénom parce qu'on lui avait dit de le faire. Esther sent vite que quelque chose cloche. Victoria portait une perruque. J'ai trouvé ça très curieux. Je lui ai demandé de l'enlever et j'ai vu qu'elle avait des traces de brûlure sur la tête. Marie-Thérèse a dit que la petite avait eu une sorte d'accident à cause d'une eau trop chaude. Victoria avait l'air plutôt contente de porter sa perruque. Dès qu'on la lui enlevait, elle la remettait aussitôt. 6 semaines plus tard, Esther Aka tombe sur Marie-Thérèse et Victoria dans la rue et elle est choquée par l'apparence de la fillette. J'ai remarqué une cicatrice sur la joue de Victoria. J'ai demandé d'où venait cette contusion, cette blessure sur son visage. Marie-Thérèse m'a répondu qu'elle s'était rendue en ville et que la petite était tombée d'un escalator. Inquiète pour la fillette, Esther décide de rendre visite à Marie-Thérèse et Victoria dans leur nouveau logement, un foyer situé sur Nicol Road à North London. Victoria a perdu du poids et Esther est tellement alarmée par son état de santé et ses conditions de vie qu'elle décide de prendre les choses en main. J'ai appelé les services sociaux de Brent. Je leur ai expliqué que j'avais rendu visite à une petite fille qui s'appelait Anna, qu'elle habitait à telle adresse, que j'avais trouvé son logement sale, que des gens fumaient à l'intérieur, que la pièce était exiguë et en bazar, et qu'Anna n'avait pas l'air d'aller bien. Je leur ai demandé d'envoyer d'urgence quelqu'un là-bas pour enquêter. La personne que j'ai eue au téléphone m'a affirmé que quelqu'un se rendrait là-bas dès que possible. Esther appelle les services sociaux une seconde fois pour savoir comment avancent les choses. Et là encore, on lui assure que des mesures vont être prises. En réalité, rien n'est fait et sa plainte se retrouve perdue dans le système. Si un membre de la communauté qui n'a pas reçu de formation de travailleur social, qui n'est pas un professionnel de la protection de l'enfance, a été capable de voir que Victoria était négligée et d'émettre des doutes sur son bien-être au point d'en alerter les autorités compétentes, j'estime que ces autorités auraient dû faire mieux. À la mi-juin, Marie-Thérèse trouve un emploi dans un hôpital local. Elle décide donc de faire garder Victoria par une nourrice du quartier, Priscilla Cameron, et sa fille Avril. Elle restait avec nous tous les jours de la semaine. Elle était très gentille, elle souriait tout le temps. Elle était folle de mon frère, Patrick. Avec Patrick, pour la première fois depuis son arrivée en Angleterre, elle redevenait le petit pitre qu'elle était au fond d'elle. C'est la seule personne pour laquelle elle dansait. Elle adorait danser. Et elle voulait lui montrer les danses de son pays. Les seuls moments où elle pouvait être une enfant comme les autres, c'était chez les Cameron.
Malgré les rires et la bonne humeur, les Cameron ne peuvent s'empêcher de remarquer un changement chez Victoria quand vient l'heure de rentrer chez elle. Quand Marie-Thérèse arrivait, elle se mettait à lui parler en français. Et ce qu'elle disait n'avait pas l'air très aimable. Elle était très agitée. Quao disait que Victoria était diabolique, ce qui, pour la plupart des gens, est un terme vraiment extrême pour désigner une petite fille. J'ai dit à maman, c'est pas normal. Pourquoi elle lui crie dessus à chaque fois qu'elle est là? Déjà très inquiète, Priscilla et sa fille font bientôt une découverte encore plus sinistre. Madame Cameron a commencé à remarquer certaines choses sur le corps de Victoria, notamment des entailles sur ses doigts. On a demandé à Marie-Thérèse d'où venaient ces coupures sur ses doigts. Elle a répondu que Victoria avait trouvé des lames de rasoir et qu'elle les avait utilisées pour se lacérer les doigts. On a trouvé ça très bizarre. Pourquoi un enfant ferait ça? Début juillet, elles emménagent dans l'appartement du nouveau petit ami de Marie-Thérèse, Carl Manning. Il s'agit d'un chauffeur de bus qu'elle a rencontré un mois plus tôt. Une relation qui entraînera la torture et la mort de Victoria. En 1999, Victoria Klimbié a quitté la Côte d'Ivoire pour s'installer au Royaume-Uni. Sa tante Marie-Thérèse Kouao a convaincu les parents de Victoria de la laisser emmener leur fille en Europe pour qu'elle bénéficie d'une bonne éducation. Mais il s'avère que le bien-être de la fillette est le cadet des soucis de sa tante. Après un court séjour en foyer, Victoria et Marie-Thérèse s'installent chez un homme de 26 ans, Carl Manning. Ils se sont rencontrés dans un bus. C'était le chauffeur. Elle, c'était quelqu'un de très manipulateur et d'assez sophistiqué. Il n'a pas fallu beaucoup de temps avant qu'ils échangent leurs numéros et qu'ils commencent à se fréquenter. Et il a fallu encore moins de temps pour qu'elle s'installe chez lui. Carl était beaucoup plus jeune que Kouao. C'était un célibataire qui n'avait pratiquement pas de vie sociale. Il n'avait jamais vraiment eu de petit ami. Il subvenait à ses propres besoins et il était propriétaire de son appartement. Manning habitait dans un studio de Somerset Gardens, dans le quartier de Tottenham. L'appartement était tout petit. Il se composait d'une pièce avec un lit double et un canapé-lit, d'une cuisine et d'une minuscule salle de bain attenante. Dans ce studio exigu, Marie-Thérèse et Carl entament une relation qui ne laisse que peu de place à Victoria. Manning avait clairement un problème avec Victoria. Il ne voulait pas d'elle dans ses pattes. Le couple considère de plus en plus Victoria comme un fardeau. Marie-Thérèse décide donc de prendre des mesures drastiques. Elle a débarqué avec Anna et des sacs remplis de vêtements. Elle a demandé à ma mère si elle pouvait habiter chez elle. Parce que l'homme avec qui elle vivait ne voulait pas de la petite. Ma mère a répondu « Bon, il est tard. Donc je veux bien la garder ici pour ce soir. Mais demain, vous devrez trouver un endroit pour cet enfant. Vous ne pouvez pas l'abandonner. C'est votre fille. » Lorsque Victoria entre dans la maison, les Cameron sont catastrophés par son apparence. Anna portait un chapeau. Alors ma mère lui a dit « Anna, on retire son chapeau quand on est dans la maison. » Elle s'est exécutée et là on a vu toutes ses blessures. Certaines étaient récentes, ce qui voulait dire qu'elle avait été battue il n'y a pas longtemps. Elle avait une coupure au-dessus de l'œil droit et une trace de brûlure sur la joue droite. C'était épouvantable. Et malgré tout ça, cette petite fille souriait. Oui. Atterré par cette vision, Avril Cameron emmène Victoria à l'hôpital central de Middlesex. Je leur ai fait part de mes inquiétudes. Et je leur ai dit, écoutez, en général, je ne fais pas ce genre de choses.
parce qu'il s'agit de l'enfant de quelqu'un d'autre. Et j'ignore si j'ai raison de faire ça, mais quand j'ai vu les blessures, je me suis dit qu'il fallait que je l'emmène à l'hôpital. Le médecin a fini par nous recevoir dans l'après-midi. Pendant 2 heures, elle l'a examiné minutieusement de la tête aux pieds. Et quand elle lui a enlevé ses vêtements, on a découvert encore plus de blessures. On a remarqué d'étranges marques. Elle m'a demandé si je savais ce que c'était. J'ai répondu non. Alors elle m'a dit que c'était des brûlures de cigarettes. Elle en avait tout le long des cuisses. Elle avait une marque qui lui traversait le dos et une autre sur les jambes. Le médecin s'est tourné vers moi et a dit « J'ai terminé mon examen et je peux vous dire que ces blessures n'ont rien d'accidentel. Elles sont de toute évidence volontaires. Je vais lancer une procédure. Pour commencer, je vais appeler les services sociaux. » J'étais soulagée de voir que des mesures allaient être prises. Mais le lendemain matin, un médecin spécialiste déclare que les marques sur le corps de Victoria sont dues à la gale, une infection qui provoque des éruptions cutanées. Comme quelqu'un avait émis l'hypothèse qu'il s'agissait de blessures non accidentelles, Victoria avait été placée sous protection policière. Mais lorsqu'on lui a diagnostiqué la gale, cette protection a été levée. Il semble donc qu'il y ait eu un problème de communication au sein de l'hôpital quant aux causes possibles de l'état de santé de Victoria. Le résultat, c'est que Victoria n'a été gardée qu'une seule nuit avant d'être de nouveau confiée à Kwao. J'étais en colère, frustrée et dépitée, parce que je savais ce que j'avais vu. Une éruption cutanée et la brûlure sur sa joue alors. Et la coupure au-dessus de son œil. Comment voulez-vous me faire croire que ces marques aient pu être provoquées par la gale? Je ne suis pas médecin, mais je sais faire la différence entre une éruption cutanée et une coupure. À l'exception d'une fois où ils l'apercevront brièvement dans la rue, les Cameron ne reverront plus jamais Victoria vivante. Une semaine plus tard, elle est de retour à l'hôpital. Victoria a été amenée à l'hôpital nord de Middlesex par Kwao. D'après elle, Victoria s'était ébouillantée dans son bain, en maintenant sa tête sous le robinet d'eau chaude, pour essayer de soulager les démangeaisons provoquées par la gale. Une explication un peu étonnante, compte tenu de la gravité des brûlures. Ces blessures et ces brûlures sur le visage de Victoria sont atroces. Mais quand on regarde cette photo, on voit qu'il y a une chose que Marie-Thérèse n'a jamais pu enlever à Victoria, son sourire. Les infirmières ont raconté des histoires merveilleuses sur Victoria. Même si c'était il y a 10 ans, il y a un témoignage dont je me souviendrai encore longtemps. Une infirmière particulièrement attentionnée avait passé beaucoup de temps avec Victoria. Il y avait une boîte à déguisement à l'hôpital. Alors elle a proposé à Victoria de piocher quelques vêtements dedans. Et les infirmières ont dit que la vision de cette fillette pleine de joie, gambadant dans le service, avec ses bottes roses et sa robe de soirée, était un véritable rayon de soleil. Si Victoria semble apprécier son séjour à l'hôpital, les infirmières remarquent un changement dans son attitude, les rares fois où Marie-Thérèse vient lui rendre visite. Les infirmières ont écrit dans leur dossier de soins que la relation entre Victoria et Kwao était plus celle d'un maître et son esclave que celle d'une mère et sa fille. Elles y décrivent une scène au cours de laquelle Kwao a commencé à crier sur Victoria. Cette dernière a alors bondi de son lit d'hôpital pour se mettre au garde-à-vous et a eu tellement peur qu'elle s'est fait pipi dessus. En plus de ces signaux d'alerte, les indices prouvant que Victoria est physiquement maltraitée sont tragiquement négligés. Une infirmière a remarqué une marque de boucle de ceinture. Une autre a constaté des traces de brûlure.
C'est à partir de là que tout est allé à volo. Parce que si on avait correctement fait le lien entre tous ces éléments, les services sociaux auraient pu et auraient dû organiser une réunion au cours de laquelle tous les professionnels impliqués dans la vie de l'enfant auraient pu partager leurs remarques et leurs inquiétudes. Cette réunion n'aura jamais lieu. Car à cause d'une série de malentendus et d'une communication défaillante entre le personnel médical, les services sociaux et la police, tous les signes de maltraitance qui auraient dû provoquer la réaction des autorités sont malheureusement ignorés. Le 6 août, Victoria sort de l'hôpital et retourne à l'appartement de Carl Manning. Beaucoup de personnes étaient inquiètes. Des médecins, mais également des infirmières. Mais comme il n'y a pas eu de concertation, quelqu'un à l'hôpital a fini par dire à Kouao qu'elle pouvait ramener sa fille chez elle. Je ne cherche à blâmer personne. Mais en aucun cas, Victoria Klimbié n'aurait dû être remise aux mains de Marie-Thérèse Kouao. À sa sortie de l'hôpital, le cas de Victoria devient la responsabilité des services sociaux d'Haringey. C'est une assistante sociale du nom de Lisa Arthur-Worry qui a hérité du dossier. Ça ne faisait que 18 mois que Lisa Arthur-Worry avait eu son diplôme. C'est très peu pour une assistante sociale. Elle aurait dû être étroitement supervisée par ses supérieurs, mais ce n'a pas été le cas. Sa mission était de s'assurer que tout allait bien. Elle s'est donc rendue à leur domicile pour voir comment ça se passait à la maison. Monsieur Manning, je suis venue voir Marie-Thérèse. Quand Lisa est allée leur rendre visite, la maison lui a paru en bien meilleur état que celle d'autres familles qu'elle suivait. C'était rangé, c'était propre, Manning et Kouao présentaient bien, la petite aussi, et elle avait l'air heureuse. Si Lisa Arthur-Worry est satisfaite par les conditions de vie de Victoria, elle admettra plus tard ne jamais lui avoir parlé en personne. Si elle l'avait fait, elle aurait peut-être découvert l'enfer dans lequel elle vivait. Traumatisée par ces actes de maltraitance qui ne faisaient qu'empirer, Victoria a commencé à devenir incontinente, à tel point que Kouao et Manning ont été obligés de jeter le canapé sur lequel elle dormait, tellement il avait été souillé. Ce qui fait que Victoria n'avait plus nulle part où dormir. Kouao et Manning ont donc décidé de faire dormir Victoria dans la salle de bain. Comme si la situation n'était pas déjà suffisamment horrible, l'hiver 1999 marque une véritable escalade de la violence. Elle a commencé à subir les pires actes de barbarie que j'ai jamais vus. Le meurtre de Victoria Klimbié a choqué la Grande-Bretagne. Une petite Ivoirienne de 8 ans, amenée en Angleterre par un membre de sa famille, a subi des sévices inimaginables qui ont finalement mené à sa mort. Les coupables, sa tante Marie-Thérèse Kouao et son partenaire Carl Manning. En octobre 1999, Victoria a déjà été vue par 2 hôpitaux, 3 services sociaux différents et par la police. Et pourtant, il ne s'est jamais trouvé personne pour mettre un terme à son calvaire. L'assistante sociale Lisa Arthur-Worry a rendu visite à Victoria dans l'appartement de Carl Manning et a estimé que la fillette était bien traitée. Comme tous ceux qui les ont rencontrés, elle est persuadée que Marie-Thérèse et Victoria sont mère et fille. Au mois d'août, Marie-Thérèse avait fait une demande de logement social et en octobre, Lisa se rend chez elle pour lui annoncer ce qu'il en est. Lisa s'est rendue une 2e fois chez Kouao pour lui dire que sa demande de logement social avait été rejetée. Kouao est entré dans une rage folle et Victoria, comme un brave petit soldat qui avait bien appris son texte, a dit « Pourquoi vous ne nous trouvez pas de maison? Vous manquez de respect à ma maman. »
Mais Lisa a répondu, « Écoutez, c'est comme ça. Tant que la vie de l'enfant n'est pas menacée, nous n'avons aucune raison de vous trouver un logement. » Et elle est partie. C'était le 28 octobre. 3 jours plus tard, elle reçoit un coup de téléphone de Kouao, hystérique. Elle affirme que la petite s'est fait violer par Carl Manning. Lisa lui demande de venir au bureau de toute urgence. Elle s'est donc rendue là-bas avec Victoria, mais également avec Carl Manning, l'homme qu'elle accusait d'avoir violé cette petite fille. Ils étaient là, tous les trois, assis dans la salle d'attente. Tout le monde a trouvé ça extrêmement suspect. Marie-Thérèse est interrogée par Lisa et une de ses collègues qui lui explique toutes les implications d'une telle accusation. On lui a expliqué que c'était des allégations très graves, qui risquaient d'avoir toutes sortes de répercussions. Que Carl risquait d'être arrêté et peut-être même incarcéré. Et que Victoria devrait être examinée. Le fait qu'elle soit prête à faire subir une série d'examens traumatisants à une enfant innocente, et cela dans le seul but d'obtenir un logement social, en dit long sur la cruauté du personnage. Avec le recul, ça aurait dû éveiller de gros soupçons sur sa moralité et sur la force de ses sentiments maternels envers cette petite fille. Malheureusement, ces signaux sont ignorés. Et lorsque Marie-Thérèse se rend compte des implications de ces allégations, elle les retire aussitôt. Étant donné la gravité de la situation et bien que Marie-Thérèse soit revenue sur ces accusations, il semble impensable que Victoria soit autorisée à retourner vivre dans le même appartement que Carl Manning. C'est pourtant exactement ce qui va se passer. Victoria est renvoyée à Somerset Gardens en attendant que les services sociaux décident quoi faire. À la suite de ça, Lisa a lancé pas moins de 15 procédures. Elle a écrit à Kouao pour lui proposer un rendez-vous. Pas de réponse. Elle lui a téléphoné, mais ses messages ont tous été ignorés. Elle s'est rendue sur place à 18h30 après le travail, sur son temps libre. Elle a frappé à la porte, mais personne n'est venu ouvrir. Elle a demandé à la police de l'aider à la localiser, mais personne n'a rien fait. Elle ne voyait pas ce qu'elle pouvait faire de plus. Lisa ignore ce qu'elle doit faire, mais apparemment ses supérieurs ont déjà décidé pour elle. La direction lui a donné l'ordre, je cite, de classer le dossier sans suite. C'était terminé. Elle s'est contentée de classer le dossier comme on le lui avait demandé. En décidant de classer le dossier de Victoria, les services sociaux passent à côté de ce qui sera peut-être la toute dernière occasion de lui sauver la vie. Au cours des 4 mois qui suivront, elle ne sera vue par aucun professionnel de la santé ou des services sociaux et sera soumise à des conditions de vie absolument inhumaines. Chaque soir, il l'obligeait à dormir dans une salle de bain non chauffée et sans lumière, enveloppée dans un sac poubelle, sans aucun drap ni aucune couverture. En plus de ça, il l'attachait pour l'empêcher de sortir. Ses mains étaient ligotées avec du ruban adhésif et elle était ficelée dans le sac poubelle. Plus elle devenait faible, plus il se montrait cruel. Il ne la nourrissait plus, ou il lui donnait sa nourriture dans une assiette en plastique. Mais comme elle était ligotée, elle ne pouvait pas se servir de ses mains. Pour se nourrir, Victoria n'avait pas d'autre choix que de plonger sa tête dans son assiette comme un chien. Sauf qu'en général, les chiens ne sont pas ficelés dans un sac poubelle. Elle vivait dans ces conditions absolument inimaginables. Des assistantes sociales ont essayé de passer la voir plusieurs fois vers la fin de sa vie. Mais quand elle sonnait à la porte, personne ne répondait. Et après 2-3 tentatives infructueuses, elles ont fini par se dire que Kouao et Manning avaient sans doute déménagé et qu'il n'y avait donc plus rien à faire. Alors qu'en réalité, derrière cette porte, Victoria était sans doute là, dans l'appartement désert, ligotée dans la baignoire. Elle devait être dans un état indescriptible. Et le fait qu'elle ignore si ça finirait un jour par s'arrêter devait sans doute rendre son supplice encore plus insoutenable. Les rares fois où Victoria sort de l'appartement pendant cette période, c'est pour accompagner Marie-Thérèse à l'église du quartier. Cette dernière prétend que la fillette est possédée par les démons et que ce sont eux qui sont à l'origine de ses blessures et de son incontinence. Le 24 février, Kouao emmène Victoria dans l'une des églises qu'elle a l'habitude de fréquenter. Là-bas, quelqu'un regarde la fillette
et voyant à quel point elle est mal en point, insiste pour que Kwao l'emmène à l'hôpital. Ils prennent alors un taxi qui les conduit jusqu'à une station d'ambulance. Et de là, une ambulance les emmène à l'hôpital nord de Middlesex, où Victoria est admise en état de choc. Elle souffre d'hypothermie et sa température corporelle est tellement basse qu'ils n'arrivent pas à trouver de thermomètre capable de la lire. Elle présente d'innombrables blessures et ils sont en train de la perdre. Lorsqu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus rien pour elle, ils l'ont fait transférer en ambulance à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Sainte Mary. Là-bas, les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu. Mais malheureusement, plus tard dans l'après-midi, Victoria est décédée. Elle avait 8 ans et 3 mois. La mort de Victoria Klimbié marque le début d'une enquête policière et d'un procès qui vont mettre au jour l'un des pires cas de maltraitance sur enfants de toute l'histoire de la Grande-Bretagne et qui donnera lieu à de grands changements en matière de politique de protection de l'enfance. Victoria Klimbié est arrivée au Royaume-Uni en avril 1999. C'est sa tante Marie-Thérèse Kouao qui l'a amenée dans le pays sous prétexte de lui offrir une bonne éducation. En réalité, elle comptait juste se servir de Victoria pour percevoir des allocations. Et lorsque son plan a mal tourné, Victoria a dû faire les frais de la colère et de la violence de sa tante. Pendant des mois, elle a subi d'abominables sévices et a vécu dans des conditions effroyables, jusqu'à ce qu'en février 2000, son corps n'en puisse tout simplement plus, et qu'elle finisse par décéder. La tante de Victoria est immédiatement arrêtée à l'hôpital, et une enquête pour meurtre est ouverte. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Quand on a commencé à l'interroger, on a tout de suite compris qu'elle allait faire obstruction à l'enquête. Elle restait évasive dans ses réponses, elle refusait de coopérer et niait toutes les allégations portées à son encontre. Le petit ami de Marie-Thérèse, Carl Manning, est arrêté le lendemain matin dans son appartement de North London. Au cours de son interrogatoire, les enquêteurs sont décontenancés par son honnêteté. Manning a raconté comment il avait frappé Victoria à la tête et sur le corps avec une chaîne de vélo. Il a dit qu'il lui était également arrivé de se servir d'une chaussure ou de lui donner des coups de poing. Plus tard, on a également découvert que Marie-Thérèse s'était servie d'un marteau pour frapper les pieds de Victoria. En réponse à une de nos questions, il a déclaré « Ce qu'il y avait de bien avec Victoria, c'est qu'on pouvait la cogner autant de fois qu'on voulait. Elle encaissait toujours. C'est à vomir. » Les enquêteurs se rendent chez Manning pour collecter des preuves médico-légales. On a découvert de nombreuses bouteilles d'eau de Javel et on a vu que l'appartement avait été nettoyé. Comme Manning avait été arrêté un jour après Kwao, il en avait profité pour essayer de faire disparaître les traces. Bien que tout ait été passé à l'eau de Javel, nos experts médico-légaux ont réussi à trouver des traces de sang sur les murs, dans la baignoire, sur les meubles du salon et sur ceux de la chambre. On a retrouvé énormément de sang. Et étant donné qu'il avait nettoyé, ça en disait long sur ce qui s'était passé. Bien qu'il ait tenté d'en faire disparaître les traces, il était évident que Victoria avait été battue régulièrement et violemment et qu'elle avait perdu beaucoup de sang. On a récupéré des morceaux de ruban adhésif qui avaient été jetés à la poubelle. C'était de toute évidence les liens qui avaient servi à attacher les poignets et les chevilles de Victoria. En plus de collecter des preuves, les enquêteurs doivent également identifier la fillette décédée de manière formelle. Depuis son arrivée sur le sol britannique, on la connaît sous le nom d'Anna. Un passeport trouvé dans l'appartement de Manning semble confirmer cette information. C'est alors qu'il réalise avec stupeur que l'enfant en photo dans le passeport n'est pas la petite fille qui se trouve à la morgue. Après des semaines d'enquête, les policiers parviennent à contacter ceux qu'ils pensent être ses parents et qui se trouvent alors en Côte d'Ivoire, à près de 5000 km de Londres. On a des officiers de liaison spécialement formés pour communiquer avec les familles. Mais là, il fallait d'abord qu'ils s'assurent que les parents qu'ils avaient au bout du fil étaient bien ceux de l'enfant, avant de pouvoir leur annoncer qu'elle était décédée.
Quand ils nous ont confirmé que leur fille était partie avec une certaine Marie-Thérèse, nous avons compris que c'était bien eux et que la fillette s'appelait en réalité Victoria Climbié. On les a donc fait venir en Angleterre pour le pire voyage de leur vie, pour qu'ils viennent identifier leur enfant à la morgue. Grâce à l'identification de Victoria et l'avalanche de preuves dont ils disposent, les enquêteurs sont sûrs d'avoir un dossier solide contre Marie-Thérèse et Karl Manning. Marie-Thérèse Kouao et Karl Manning ont tous les deux été mis en examen pour meurtre et ont été appelés à comparaître devant un jury de la Haute Cour criminelle de Londres dans un procès qui a duré du 20 novembre au 12 janvier. On savait que ce ne serait pas une affaire simple. La défense de Marie-Thérèse Kouao était que les blessures de Victoria lui avaient été infligées par des démons qui avaient pris possession du corps de l'enfant. Ce que vous allez entendre risque parfois de vous choquer. Et elle n'en a pas démordu de tout le procès. Karl Manning, lui, a compris assez tôt qu'il lui faudrait sans doute assumer sa part de responsabilité dans la maltraitance de l'enfant. Mais sa défense était que, certes, il lui était arrivé de la frapper, mais qu'à aucun moment, il n'avait eu l'intention de causer de lésions corporelles graves et encore moins de la tuer. Si Karl Manning assume sa part de responsabilité, Marie-Thérèse, elle, n'exprime pas le moindre remords. C'est pas vrai! Comment pouvez-vous dire une chose pareille? J'aime ma fille. Ce sont des mensonges. Pour qui vous vous prenez? Son comportement pendant le procès choque tous ceux qui sont présents. Ses petits rires menaçants et ses ricanements dédaigneux me donnaient la chair de poule. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu l'impression que j'étais en présence du diable. Il a fallu 4 jours au jury pour rendre son verdict. Pendant cette période, il y a eu beaucoup de spéculations. Mais au final, les 2 accusés ont été reconnus coupables de meurtre. Pas une seule fois au cours du procès, les accusés ne seront capables d'expliquer pourquoi ils traitaient Victoria comme ils le faisaient. Ils sont condamnés à la prison à perpétuité pour le meurtre de Victoria Climbié. Mais comment se fait-il qu'ils aient pu faire subir un tel supplice à Victoria sans être inquiétés pendant aussi longtemps? Pour répondre à cette question, le gouvernement britannique ordonne la création d'une commission chargée d'enquêter sur les circonstances entourant la mort de Victoria. Si le Parlement a décidé de lancer cette enquête, c'est tout d'abord parce que la nation tout entière avait été choquée par le calvaire de cette pauvre enfant qui était venue en Angleterre dans l'espoir d'y trouver une meilleure éducation et de nouvelles perspectives d'avenir. Mais c'est aussi parce que dans cette affaire, cet enfant n'était pas inconnu des services concernés, bien au contraire. Elle avait été en contact avec 4 autorités locales différentes. Elle figurait dans les dossiers de 2 brigades de protection des mineurs différentes. Elle avait été admise dans 2 hôpitaux différents. Et pourtant, à la fin de sa vie, elle était uniquement répertoriée comme demandeuse de logement. Les parents de Victoria sont invités à suivre l'enquête publique et seront présents tout au long de la procédure. En tant que témoins lors du procès, ils avaient été exclus de la plupart des audiences de la Haute Cour criminelle. C'est donc la première fois qu'ils vont entendre le récit de ce qui est arrivé à leur fille directement de la bouche des personnes concernées. Tous ceux qui ont été en contact avec Victoria, amis, voisins, assistantes sociales, personnel hospitalier, agents de police, sont appelés à répondre de leurs actes. La commission décide même de demander au meurtrier de Victoria de témoigner. Une première dans l'histoire de la justice britannique. On a demandé au coupable de fournir un témoignage vidéo. Manning a accepté, mais Kouao a refusé de coopérer. Il a donc fallu la faire venir de prison pour l'obliger à témoigner. Vous voulez bien nous donner plus de détails? C'était un témoin assez extraordinaire. Elle n'avait pas la moindre intention de répondre aux questions. Tout ce qu'elle voulait, c'était haranguer tout le monde.
Dès l'instant où elle est entrée dans la pièce, on se serait cru au Guignol. J'ai rien fait. Pourquoi vous me regardez tous comme si c'était moi la coupable? Elle s'époumonnait. Elle refusait de s'asseoir. Et quand elle s'asseyait, après avoir fini de vociférer, elle refusait de répondre aux questions et elle se braquait. Pendant son témoignage, Marie-Thérèse Kouao va même jusqu'à s'en prendre aux parents de Victoria, les parents de la fillette qu'elle a assassinée. Elle faisait exprès de leur lancer des petites remarques assassines. Vous devriez tous avoir honte. Surtout vous deux. Elle a insinué qu'il n'était pas légalement marié et qu'il ne s'était pas marié à l'église. Pour la plupart des gens, ça n'aurait eu aucune importance. Mais pour eux, c'était une insulte particulièrement offensante. Elle a dit ça parce qu'elle savait que ça les blesserait. Après tout ce qui s'était passé, elle n'avait pas l'air de ressentir une once de remords ou de culpabilité. C'était comme si elle avait voulu les faire souffrir encore plus qu'elle ne l'avait déjà fait. Ils étaient assis en face de moi pendant toute l'enquête. Je les ai trouvés non seulement très courageux, mais également très dignes. Ils inspiraient le respect de tout le monde dans la pièce. Plus d'une centaine de personnes sont appelées à témoigner. Parmi elles, Lisa Arthur-Worry, que les journalistes se sont empressés de vouer aux gémonies. Lorsque Lisa Arthur-Worry est venue témoigner, elle était très fragile. J'étais navré pour elle. Parce que pour moi, ce n'était pas elle le méchant de l'histoire. En aucun cas. C'était une jeune assistante sociale débordée, mal supervisée, que sa direction avait laissé tomber. L'enquête publique durera plus d'1 an et plus de 160 personnes sont appelées à témoigner. À la fin de la procédure, il apparaît clairement que Victoria a été abandonnée par tous les professionnels chargés de veiller à son bien-être. Le rapport a conclu que pendant le court séjour de Victoria sur le sol britannique, les services de protection de l'enfance ont eu au moins 12 occasions d'intervenir et de lui sauver la vie, et ils sont passés à côté. Ce n'est pas la faute d'un service ou d'une personne en particulier qui serait passé à côté d'une information capitale. C'est le système tout entier qui a fauté. C'est ça, la véritable conclusion de l'enquête. On peut critiquer les services sociaux sur ce qu'ils auraient pu ou auraient dû faire, mais rappelons-nous que les véritables responsables de la mort de Victoria sont Kouao et Manning, les deux personnes reconnues coupables de son meurtre. Mais il est vrai que des manquements ont été constatés. Le rapport d'enquête propose donc des recommandations pour que les organismes en cause changent leur façon de travailler. La législation a été modifiée, elle aussi, avec l'adoption d'une nouvelle loi par le Parlement et la création de nouvelles directives qui sont aujourd'hui appliquées par tous les services sociaux du pays. À l'avenir, les services de protection de l'enfance devront être centrés non pas autour des intérêts d'une organisation, mais autour des intérêts de l'enfant. La vie de Victoria Klimbié a été tragiquement courte. Mais grâce au travail sans relâche d'une organisation créée en son honneur, sa mort n'aura pas été totalement vaine. La Fondation a pour vocation de devenir un pôle d'excellence indépendant dans le but de développer les meilleures pratiques possibles pour tous les acteurs de la protection de l'enfance. Son second objectif est en lien direct avec l'histoire de Victoria, la quête d'une vie meilleure pour les enfants via l'éducation. Je pense que l'héritage de Victoria réside dans la promesse que l'on a faite à monsieur et madame Klimbié de construire une école dans le village natal de leur fille. Aujourd'hui, l'école est terminée et elle peut accueillir 360 élèves. Si cet établissement n'existait pas,
ces enfants-là n'auraient peut-être pas pu avoir accès à l'éducation. D'une façon ou d'une autre, il est clair que Victoria a touché tous ceux qui ont un jour croisé sa route. Que ce soit sa famille, ses voisins ou les professionnels qui l'ont rencontrée, tous ont dit que Victoria était une petite fille chaleureuse. Elle était très affectueuse. Pour reprendre les mots de mon frère Patrick, lorsqu'elle souriait, toute la pièce s'éclairait. Il y a une photo d'elle qui a beaucoup circulé. Celle où elle se tient à côté d'une plante, avec ses petites couettes. Je pense que cette image d'elle ne me quittera jamais. Tant que je vivrai, Victoria sera avec moi.